Nous allons parler de la façon dont les responsables de la Réserve fédérale sortent et mettent en garde contre un krach boursier en 2025. Ont-ils raison? Ont-ils tort? Aussi, nous allons parler de la façon dont la liquidité mondiale pourrait se tarir. Et qu'est-ce que cela signifie pour les marchés boursiers, le marché immobilier, les prix de l'or, le Bitcoin, etc. Alors plongeons directement dedans, les amis, et allons sur MarketWatch. Et c'est là que la Réserve fédérale, un responsable, délivre un avertissement franc sur le marché boursier, que le marché boursier ignore ensuite. Mais ce qu'ils font, je pense, de manière intéressante dans cet article, c'est qu'ils nous ramènent un peu à Alan Greenspan, 1996, comme Boulay. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui sont un peu plus jeunes dans l'audience, vous ne reconnaissez probablement pas tout de suite la référence, mais pour vous, les anciens qui regardaient en ce moment, vous savez exactement de quoi je parle, et ils font référence discours sur l'exubérance rationnelle d'Alan Greenspan à la fin des années 90. Regardons ça. La gouverneure de la Réserve fédérale, Lisa Cook, a donné lundi l'un des avertissements les plus francs, qu'un responsable de la Banque centrale ait jamais délivré sur le marché boursier. Les valorisations sont élevées dans un certain nombre de classes d'actifs, y compris les actions. Je veux dire, ce qui est vraiment choquant à propos de cela, c'est que c'est considéré comme franc. En fait, elle énonce juste la réalité. Même les optimistes sur CNBC, vous savez, les gars qui s'emballent, comme Jim Cramer, même eux admettraient que les valorisations sont élevées. Je veux dire, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, ils pourraient monter beaucoup plus haut, les prix pourraient monter beaucoup plus haut, mais personne ne va dire que les valorisations sont basses ou que les prix de l'immobilier sont bon marché. Je veux dire, allez, valorisation, encore une fois, voici sa citation. Les valorisations sont élevées dans un certain nombre de classes d'actifs et cela est considéré comme un tabou ou comme quelque chose de marginal pour un gouverneur de la Fed en réalité. Je veux dire, elle appelle un chat, y compris les actions et les marchés de la dette d'entreprise où les primes de risque estimées sont proches du bas des distributions historiques. Donc, la dette d'entreprise, en gros, les écarts, tout montre que c'est un climat de risque. Je suppose qu'on pourrait dire donc cela suggère que les marchés pourraient être évalués à la perfection, par conséquent susceptibles de grandes baisses qui résulteraient de mauvaises nouvelles économiques ou d'un changement dans le sentiment des investisseurs. Alors Jerome Powell, comme nous le savons, a rarement été aussi franc, bien qu'il ne se soit pas forcément exprimé sur le marché boursier. Mais rappelez-vous, il a admis que les chiffres du chômage, disons, avaient beaucoup de marge de manœuvre et il a reconnu il y a quelques mois que c'est vrai. Il a dit que c'était préoccupant. Les révisions avaient été révisées à la baisse dans la mesure où ils l'avaient été. Vous vous souvenez quand ça a été publié? 818 000 emplois révisés à la baisse. Donc, même les gens à la Fed, y compris Jérôme Powell lui-même, commençaient à dire, d'accord, peut-être qu'il faut prendre ces chiffres du chômage avec des pincettes, ou peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche avec la méthodologie. Donc, je comprends que ce serait franc, n'est-ce pas? Mais peut-être que ce n'est pas inquiétant pour le S&P 500 spécifiquement ou euh, euh, la dette d'entreprise ou quelque chose comme ça. Alors, il continue en disant que, contrairement aux remarques de Greenspan, qui ont immédiatement affecté le marché boursier, les remarques de Cook ont été largement ignorées. Ouais, je veux dire, regardez, je pense que c'est un peu, pas qu'elle soit une inconnue, mais la plupart des gens ne savent pas qui est Lisa Cook. Je n'ai même pas vu ça sur d'autres médias d'information que MarketWatch. Si Jérôme Powell avait dit ça, je pense que cela aurait définitivement fait bouger le marché. Donc, je pense qu'on compare un peu des pommes et des oranges ici. Maintenant, une des raisons pour lesquelles nous pourrions voir ces écarts de dette d'entreprise à des niveaux très bas, ce qui indiquerait un climat de risque, ce qui indiquerait, vous savez, vous combinez cela avec le marché boursier qui est proche de ces niveaux les plus élevés de tous les temps, et je pense que c'est un peu ce qu'elle met en avant ici. Ceci, comme le taux de chômage, est typiquement ce que l'on observe avant une récession ou un déclin du marché boursier. Mais vous savez, cela peut durer très, très longtemps, comme nous pourrions voir ces écarts se comprimer encore plus, ou nous pourrions les voir au même niveau tout au long de 2025. Vous savez, chronométrer ces choses est très, très difficile. C'est pourquoi je dis toujours aux gens qu'il est presque impossible de connaître la direction du prix de quelque chose, n'est-ce pas? Alors, est-ce que le prix de l'immobilier va augmenter ou diminuer? Je ne sais pas. La seule chose que je peux vous dire en ce moment, de manière définitive, c'est si c'est bon marché ou
cher en fonction de son prix historique ajusté pour l'inflation. Et évidemment, en ce moment, l'immobilier n'est pas, par exemple, extrêmement cher. Ça pourrait augmenter. D'ici 2025, je ne sais pas, c'est la partie inconnaissable, mais ce que nous savons avec 100% de certitude, c'est que c'est extrêmement cher. Donc, je pense que ce dont Lisa parle, c'est quand vous prenez tous ces composants, tous ces facteurs et que vous regardez tous ces prix d'actifs. Elle dit que nous sommes probablement beaucoup plus proches d'un sommet que d'un creux. Et ce que cela signifie, tout au long de 2025, vous pourriez voir des baisses significatives de ces actifs, comme le S&P 500. Revenons à l'article Le ratio cours-bénéfice ajusté cycliquement de l'économiste Robert Shiller est d'environ 37, ce qui est proche du niveau le plus élevé depuis l'éclatement de la bulle Internet. Le ratio CAPE, comme on l'appelle couramment, mesure le prix du S&P 500 divisé par les bénéfices moyens des entreprises au cours de la dernière décennie. En adoptant une telle perspective à long terme, les partisans soutiennent que cela atténue les variations cycliques et donne une meilleure idée de la position des évaluations par rapport à l'histoire. En même temps, ce n'est pas considéré comme très utile pour chronométrer les sommets ou les creux du marché. Oui, encore une fois, nous ne disons pas ici qu'aujourd'hui marque le sommet ou quelque chose comme ça. C'est totalement inconnaissable. Je veux dire, Stan Druckenmiller ne le sait pas, Warren Buffett ne le sait pas, personne ne le sait. La seule chose que vous pouvez savoir avec certitude, encore une fois, c'est que le ratio cours-bénéfice, ajusté cycliquement, est d'environ 37. Et nous savons sans l'ombre d'un doute que ce 37 est exactement le même niveau que celui que nous avons vu avant l'éclatement de la bulle Internet. Alors, vous prenez du recul et vous dites, d'accord, quelle conclusion puis-je tirer de cela? Puis-je conclure qu'il y a 100% de chances que le marché boursier chute fortement en 2025? Non, absolument pas. Mais je peux conclure que nous sommes beaucoup plus proches d'un sommet. Alors nous sommes à un creux, et vous savez, je dis ça sur ma chaîne tout le temps. En fait, nous en avons parlé lors de la retraite que j'ai animée la semaine dernière ici, la retraite des Rebel Capitals ici à Medellin. Il y a trois choses que tous les grands investisseurs ont. La gestion des risques, ils ont un avantage. Et enfin, ils font des paris asymétriques, ce qui signifie qu'il y a beaucoup plus de potentiel à la hausse qu'à la baisse. Donc en ce moment, bien sûr, vous pouvez investir à fond dans le S&P 500. Absolument. Absolument. Et vous pourriez gagner de l'argent, mais vous devez juste vous poser la question. Quand vous prenez tous ces facteurs et que vous les utilisez dans votre analyse, vous dites quel est mon potentiel de gain, quel est mon risque à la baisse. Et à la baisse, je ne sais pas, 40%, 50% potentiel de gain au cours de l'année prochaine, 10, 12. Donc, même si vous obtenez ce retour de 8, 10, 12%, est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas, c'est à vous de décider. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas le type d'asymétrie que vous voulez. Revenons-y et soulignons cela. Donc, les Bulls diront, eh bien, si vous ne pouvez pas, chronométrez-le. Alors, nous pourrions avoir une autre année avec une hausse de 20%. Absolument, absolument. Et à ce sujet, ici, Greenspan n'avait pas tort, mais il avait 4 ans d'avance sur son appel. Alors, est-ce que le marché boursier, le S&P 500, peut augmenter de 20% chaque année pendant les 4 prochaines années? Au point où peut-être 37, en ce qui concerne ce ratio cours-bénéfice ajusté cycliquement, peut-être que c'était ou peut-être que c'est le même que lors de la bulle Internet, mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas atteindre 50 ou 20? Wonder. En fait, qu'est-ce que j'écoutais l'autre jour? J'écoutais un podcast où il parlait du Japon et je pense que le Japon, avant leur crack, donc ça aurait été, disons, 89, 1989, ils avaient raison d'utiliser le même indicateur ou un indicateur similaire. Ils sont juste autour de 80. Alors, les États-Unis pourraient-ils atteindre 80? Absolument. Ils pourraient atteindre 100. Qui sait, le marché peut rester irrationnel plus longtemps que vous ne pouvez rester solvable, mais ce n'est pas ça. Si nous sommes assis dans un portefeuille, ce n'est pas la question à laquelle nous essayons de répondre. Alors, allons voir Lance Roberts. Je veux vraiment lui faire un clin d'œil. Je sais qu'il est avec Adam Taggart. Tous les samedis sur le podcast d'Adam, Thoughtful Money. Lance a souligné dans un podcast précédent, avec Adam, quelque chose appelé l'effet de janvier. Et je pense que c'est applicable dans une certaine mesure à décembre aussi. Et en gros, ce que c'est que si janvier, comme les 5 premiers jours, trading en janvier sont positifs, en général, cela signifie que le reste de l'année va se terminer positivement, ou si c'est à la baisse, alors cela signifie généralement le reste de l'année. Et c'est comme une corrélation de 70 à 80. Alors,
Descendons, lisons à ce sujet et ensuite utilisons cela comme un point de données en accord avec ce que dit Lisa. Et en soulignant un peu l'évidence ici, nous sommes statistiquement largement surévalués et donc probablement l'opposé du type d'asymétrie que vous voudriez. Lance dit, la semaine dernière, nous avons discuté de la façon dont il semblait que le Père Noël était arrivé la veille de Noël, faisant remonter les actions ou les marchés au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours, qui est importante. Cependant, à la fin de l'année, il semble que les investisseurs aient été méchants ou morceau de charbon. Il n'y avait aucun moyen d'embellir la mauvaise performance des marchés. Alors que décembre a commencé avec fracas, il s'est terminé dans un murmure. Donc cela ne présage rien de bon statistiquement pour 2025, mais il n'y a pas une corrélation aussi forte avec décembre qu'il y en a dans les premiers jours de janvier. Et je pense qu'il en parle plus tard dans l'article ici. Voyons voir. Depuis 1950, lorsque tous les trois indicateurs de janvier, à savoir le rallye du Père Noël, probablement en décembre, les 5 premiers jours de janvier et un baromètre de janvier, je ne suis pas sûr de ce que c'est, le S&P 500 était en hausse pour toute l'année. 10,6%. De temps en temps, waouh, d'accord. Donc, il y a évidemment une corrélation significative. Je veux dire, je sais que le rallye du Père Noël a lieu en décembre. Le baromètre de janvier détient la clé pour l'année. Historiquement, un janvier positif a été un signe haussier pour les actions. Oh ouais, d'accord. Alors, je pense que c'est quoi, les gars? Le rallye du Père Noël, le FFD de décembre, les 5 premiers jours de janvier, et ensuite le baromètre de janvier complet serait l'ensemble du mois. Donc, si vous avez ce rallye du Père Noël, si les 5 premiers jours de janvier sont à la hausse, et si le premier mois, donc janvier, est en hausse au total pour l'ensemble des 30 jours, si les trois sont positifs, alors il y a 90% de chances, en regardant dans le rétroviseur, que vous auriez une année haussière pour le marché boursier avec un gain moyen de 17,7%. Maintenant, malheureusement, nous avons eu le morceau de charbon alors que Lance se retire. Donc, nous n'avons pas eu le rallye du Père Noël. Maintenant, je vais devoir jeter un coup d'œil au S&P 500. Rapidement ici pour voir si nous avons eu les 5 premiers jours de janvier. On en reparle dans un instant. Mais il dit que le baromètre de janvier détient la clé pour l'année. Historiquement, un janvier positif a été un signe haussier pour les actions. Le graphique ci-dessous met en évidence que le célèbre adage de Wall Street a résisté à l'épreuve du temps depuis 1950. Le S&P 500 a affiché un rendement annuel moyen de 16,8 au cours des années où janvier est positif. De plus, l'indice généré des rendements positifs dans 99% de ces années. En revanche, lorsque l'indice a baissé en janvier. Donc, je pense que c'est juste ça. Pour le mois de janvier, en excluant les premiers jours et en excluant le rallye du Père Noël, les rendements annuels sont tombés à moins 1,7. D'accord? Maintenant, avant de passer à ces autres graphiques, regardons ce que le S&P 100 a fait cette année. Allons juste sur CNBC. Ça va être facile. C'est parti. S&P 500, regardons juste les 5 derniers jours. Donc, nous avons commencé juste ici au premier ou au deuxième. Ouais, donc en ce moment, nous sommes. Oh, c'est à peu près stable. D'accord, donc je devrais demander à Lance ce que cela signifie. Donc, juste ici, le premier jour de négociation, nous sommes à peu près autour de, disons, 59,26. Et puis la clôture du cinquième. Bien que je doive voir si c'était, voyons, le deuxième. Donc, les 5 besoins commerciaux qui pourraient inclure aujourd'hui. Donc, ouais, nous serons probablement en hausse. Donc, nous n'avons pas eu le rallye du Père Noël, mais nous serons probablement en hausse pour les 5 premiers jours. Donc, nous devrons voir comment cela se déroule pour le reste du mois. Revenons en arrière. Oups, caméra. Revenons en arrière et ensuite déterminons s'il y a une sorte de signification là-dedans, une signification statistique qui changerait les probabilités pour 2025 en ce qui concerne le S&P 500. D'accord, revenons à ça. Cependant, 2025 sera une autre année exceptionnelle. Il posait la question, peut-être, mais le marché fait certainement face à des vents contraires. C'est Lance Roberts qui parle des bénéfices élevés, des attentes aux évaluations. Notre meilleure estimation est que, bien que l'année verra probablement une continuation du cycle haussier, elle sera ponctuée par des périodes de volatilité accrue qui pèseront sur le sentiment des investisseurs. Une autre chose qu'il a dite, c'est que cette analyse exclut complètement une récession. Si vous avez une récession, je l'ai entendu dire plusieurs fois, toutes les mises sont annulées.
Donc, évidemment, avec ce que nous avons vu concernant les taux d'intérêt et les courbes et tout ce dont nous parlons sur cette chaîne, vous devez déterminer pour votre propre portefeuille ce que vous pensez le facteur de probabilité en regardant à quel point les évaluations sont élevées en ce moment. Et puis, à la fin janvier, en regardant comment tout le mois s'est déroulé. Maintenant, passons aux réserves de liquidité. Nous parlons des réserves bancaires à la Fed tombée en dessous de 3 trillions de dollars. Pour la première fois depuis 2020, c'est un gros problème. Absolument, c'est vrai, mais pour des raisons. Mais pour d'autres raisons, ce ne sont pas vraiment les raisons que le marché souligne. C'est pour, vous savez, des raisons psychologiques. Cela n'a pas grand-chose à voir avec la plomberie et nous en parlerons dans un instant parce que cela renvoie en fait à ce dont nous parlions concernant la probabilité d'un krach boursier en 2025. Maintenant, je pense qu'il y a une forte probabilité, pas à 100%, mais beaucoup de gens en sortent et disent que c'est une conclusion acquise à cause de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Maintenant, bien que je sois d'accord avec eux sur leur conclusion, je ne suis pas d'accord avec eux sur ce que serait le catalyseur. Je ne pense pas que le bilan de la Fed ait quoi que ce soit à voir avec le marché boursier, à part la psychologie. Eh bien, passons en revue cela. Regardons les données. Et je veux aussi coupler cela avec le reverse repo et voir ce qui se passe mécaniquement sur le bilan de la Fed. Donc, vous pouvez en être conscient. Et ensuite, nous pouvons prendre du recul et regarder ce qui s'est passé dans l'histoire avec le bilan de la Fed et le S&P 500 pour voir s'il y a une corrélation. Et ensuite, inclure cela dans notre analyse de ce que nous pensons qu'il va se passer avec le S&P 500 en 2025. D'accord? Donc, les points clés à aborder. Les 326. La chute de milliards au cours de la semaine du 1er janvier a été la plus importante depuis 2022. Waouh, je ne savais pas ça. Les responsables ont réduit le bilan depuis juin 2022. Les réserves bancaires américaines, cruciales pour la décision de la Fed de réduire le bilan, ont chuté sous 3 trillions de dollars, le plus bas depuis 2020. Les réserves bancaires ont chuté d'environ 326 milliards de dollars en une semaine pour atteindre 289 trillions de dollars selon les données de la Fed publiées jeudi. C'est la plus grande chute hebdomadaire en plus de 2 ans et demi. La baisse provient des dynamiques de fin d'année, obligeant les banques à réduire des activités intensives en bilan comme rachat. D'accord. Je veux dire, allez quoi? Ils disent que c'est le résultat de cette activité de fin d'année. D'accord. Alors pourquoi est-ce que c'est la plus grande baisse depuis 2022? Pourquoi n'avons-nous pas vu une baisse tout aussi importante en 2023? D'accord. Mais passons à autre chose. Cela signifie de l'argent liquide, et c'est là qu'ils échouent complètement. Cela signifie que l'argent liquide est dirigé vers des endroits comme la facilité de repo de la Banque centrale, drainant la liquidité d'autres passifs dans le bilan de la Fed. D'accord, on peut dire que la personne qui a écrit ça n'a vraiment pas compris. Ils n'ont pas complètement compris de quoi ils parlent parce qu'ils ne l'expliquent pas très bien, parce qu'ils compliquent les choses bien plus que nécessaire. Regardez, bilan de la Fed. Je peux juste faire ça sur mon... On va faire une petite vidéo de faux tableau blanc. Le bilan de la Fed va le faire. Nous avons des actifs à gauche, des passifs à droite. C'est essentiellement divisé en 3 composants principaux. D'accord? Donc, nous avons les banques. On va dire, je mets juste les banques ici. On va dire les comptes de la banque à la Fed. C'est juste comme votre compte courant. Comment vous avez un compte courant avec Wells Fargo ou Chase ou B of A, peu importe. C'est un passif dans leur bilan. C'est un actif dans votre bilan. Et donc, les banques, JP, Morgan ou qui que ce soit, ils ont un compte avec la Fed, tout comme vous avez un compte courant avec les banques. Et c'est un passif de la Fed. Donc, s'ils ont de l'argent dans ce compte, on appelle ça une réserve de la banque ou réserve bancaire, n'est-ce pas? Donc, c'est un des principaux composants du bilan de la Fed, le côté des passifs, auquel ils font référence. D'accord. Quel est l'autre? Un autre composant majeur. Eh bien, vous savez, ce serait le reverse repo. Et puis, bien sûr, nous avons le TGA, qui est le compte général du Trésor. Donc, si vous regardez ça, c'est, je veux dire, il y a un peu plus là-dessus, mais c'est essentiellement le bilan de la Fed. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque l'argent, on va l'appeler comme ça, sort du TGA, disons que Janet Yellen injecte ça dans l'économie réelle, cela signifie que les réserves bancaires vont dans les comptes de réserve. Je l'appelle juste la banque de liquidité. On va juste l'appeler de l'argent. Cela signifie que l'argent du TGA passe du TGA aux réserves bancaires ou au compte de ces banques. D'accord. Donc, le bilan de la Fed ne change pas de taille. Ça passe juste d'un compte à un autre. Tout comme si vous et moi, disons,
avions tous les deux des comptes chez Wells Fargo et que je transférais 1 000 $ de mon compte vers votre compte. D'accord. Eh bien, Wells Fargo ferait ce transfert, mais cela n'impacterait pas la taille de leur bilan, n'est-ce pas? Parce que c'est toujours un passif de 1 000 $ pour Wells Fargo. Donc, si Janet Yellen injecte, disons, 1 milliard de dollars dans l'économie réelle, cela signifie simplement qu'il y a 1 milliard de dollars qui passent du TGA vers les comptes de réserve. Mettez un B ici. Cela signifie simplement qu'il y a 1 milliard de dollars qui passent du TGA vers les comptes de réserve, mais taille du bilan de la Fed, les passifs ne changent pas, n'est-ce pas? Et puis c'est exactement la même chose avec le reverse repo. Si, disons, les fonds du marché monétaire ont 1 milliard de dollars en reverse repo, ils n'obtiennent pas un taux d'intérêt aussi élevé qu'ils le feraient avec des bons du Trésor. Donc, disons qu'ils retirent l'argent, ils achètent des bons du Trésor, disons 1 milliard de dollars. Que se passe-t-il? La même chose exactement. Il y a 1 milliard de dollars qui passe du reverse repo vers les comptes de réserve des banques et le bilan de la Fed ne change pas. C'est juste que le milliard de dollars change de compte. Ce pas, quand les gens parlent de liquidité et que beaucoup des soi-disant experts sur FinTwit, ils regardent vraiment ces réserves bancaires. Et ça, dans leur esprit, équivaut à de la liquidité. Donc, s'il y a des réserves bancaires qui passent des comptes de réserve des banques, et ça, dans leur esprit, équivaut à de la liquidité. Donc, s'il y a des réserves bancaires qui passent des comptes de réserve des banques, revenir dans le TGA ou descendre dans le reverse repo, ils pensent que cela retire de la liquidité du système. Et ensuite, si l'argent du reverse repo sort de là, du TGA, ils considèrent que c'est de la liquidité qui revient dans le système. Parce que là, ces fonds vont dans les comptes de réserve des banques. Donc, maintenant, mécaniquement, c'est vrai, c'est absolument comme ça que ça fonctionne. Mais en pratique, est-ce que cela augmente la liquidité? À mon avis, non. Qu'une chance. Pourquoi? Parce que cela suppose que les banques ont besoin de réserves bancaires pour prêter. Cela suppose qu'elles ont besoin de réserves bancaires pour créer du crédit. Cela suppose qu'elles ont besoin de réserves bancaires pour créer de la liquidité, n'est-ce pas? Parce qu'à la fin de la journée, la Fed ne produit aucune liquidité dans l'économie réelle. Ce sont les banques, c'est leur mécanisme de transfert, si vous voulez. Et en ajoutant des réserves bancaires là-dedans, cela ne leur donne pas plus de capacité de bilan pour augmenter leurs prêts. Maintenant, les gens pensent que c'est le cas, mais à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont vraiment pas fait assez de recherches, surtout avant la crise financière mondiale. Parce que l'idée, c'est que, oh mon Dieu, s'il y a toute cette liquidité qui va dans les réserves bancaires, alors cela signifie que le marché boursier va probablement monter. Parce que tout le monde sait que lorsque la Fed crée des réserves bancaires, elle fait du QE. Cela signifie que le marché boursier va monter parce que toute cette liquidité va aller dans le marché boursier. Et encore une fois, à mon avis, c'est complètement faux. Et je vais expliquer pourquoi. Donc, par conséquent, puisque je ne pense pas que le QE fasse monter le marché boursier, je ne pense pas que le QT ou la réduction de la taille de leur bilan par la Fed ferait baisser le marché boursier. Donc, quand on regarde ce titre, les réserves à la Fed tombent en dessous de 3 trillions de dollars, au plus bas depuis 2020. Bien que beaucoup de gens sur FinTwit pensent que c'est un gros problème, à mon avis, c'est un gros rien du tout. Laissez-moi vous montrer pourquoi. Donc, je vous ai montré les mécanismes là-bas, mais maintenant, regardons comment cela a fonctionné historiquement, en pratique. Voici un graphique du bilan de la Fed et vous pouvez voir qu'en 2022, nous avons atteint un pic de presque 9 trillions de dollars et ils ont fait beaucoup de QT depuis ce temps-là jusqu'à 6,8, ce qui est évidemment encore extrêmement élevé, mais ça a chuté directement. Donc, si c'était vrai que l'on parle de liquidité ou de QE ou de la Fed, augmenter le montant des réserves bancaires dans le système a fait monter le marché boursier, parce que cela a donné aux banques plus de capacité sur leur bilan pour prêter dans l'économie financière. Alors, nous devrions voir depuis 2022 le marché boursier s'effondrer complètement. Que s'est-il passé? Eh bien, concentrons-nous simplement sur 2022 ou concentrons-nous simplement sur ce graphique qui remonte à 22, juste un graphique à court terme ici, et nous pouvons voir que le marché boursier est beaucoup plus haut maintenant qu'au moment où ils ont commencé. Alors, comment est-ce possible? Ce que la plupart des gens aiment faire en se concentrant sur le bilan de la Fed pour la liquidité, c'est qu'ils choisissent vraiment les données de manière sélective. Tu sais, ils vont s'asseoir là, regarder le bilan de la Fed, comme d'ici à juste ici, et ils diront, oh, regarde combien le marché boursier a augmenté. Mais ensuite, ils ignoreront le bilan de la Fed d'ici à ici, quand le marché boursier a aussi augmenté. Et
Ensuite, alors ils l'ignoreront ici, donc ils se concentrent juste sur les zones qui ont une corrélation. Et quand il y a une corrélation inverse, ils essaient juste de balayer ça sous le tapis et ils disent, oh oui, eh bien, la liquidité mondiale, ah, tu sais, ils vont juste déplacer les objectifs ici. Et laisse-moi te dire pourquoi je pense que c'est historiquement inexact. C'est un graphique, oh, montre juste le reverse repo, comment ça se vide, en même temps que les réserves bancaires diminuent. Ce qui, pour les gens qui pensent que le bilan de la Fed concerne uniquement la liquidité, les mettrait vraiment dans tous leurs états. Ils diraient, oh mon Dieu, c'est vraiment mauvais. C'est un double coup dur en raison du manque de liquidité et la Fed va devoir intervenir et faire du QE au plus vite, sinon les banques vont manquer d'argent. Faisons ça. Regardons un graphique de Fred sur les réserves bancaires spécifiquement et ce que je voulais que vous voyiez. Donc, partir de, regardons juste 1980, 43 milliards de dollars. Et avant le QE, c'était à peu près la même chose. Il n'y avait aucune différence dans les réserves bancaires. Ils n'ont pas vraiment augmenté ou diminué. C'était à peu près stable. Mais rappelle-toi, l'argument est que le montant des réserves bancaires ajoute de la liquidité au système bancaire et ils prennent cette liquidité puis ils l'injectent dans les marchés financiers et c'est pourquoi ça monte. Et encore une fois, si vous voulez être précis, dans le S&P 500 et rechercher des corrélations, vous ne devriez pas regarder le bilan de la Fed. Tu devrais te concentrer strictement sur les réserves bancaires, mais on gardera ça pour une autre vidéo. Donc, mon point ici est qu'il n'y a eu aucun mouvement dans le montant des réserves bancaires de 80 à Winwood 1007. D'accord? Maintenant, regardons le S&P 100. Maintenant, je veux que tu regardes. On va juste dire à partir de, je veux dire, tu peux regarder depuis 1980, c'était d'à peu près 100. Et puis, à la fin des années 1980, c'était 358. Donc, tu peux voir à quel point cela a été une augmentation, n'est-ce pas? Et il y a eu encore plus d'augmentation parce qu'on a commencé juste autour de, on peut dire 300 en 1990. Et à la fin de la décennie, nous sommes montés d'environ 1500. Donc, ça a augmenté 5 fois dans les années 1990. Eh bien, comparons cela à la période de l'assouplissement quantitatif, et nous commençons juste ici, disons à 800, et puis avant la maladie de Servazus, parce qu'on compare juste la décennie de l'assouplissement quantitatif à une décennie sans assouplissement quantitatif, les années 1990, et nous passons d'environ 800 à environ 3000, d'accord? Donc, si tu fais un petit calcul rapide, sur le coin d'une serviette, tu vois ça. En termes de pourcentage, le marché boursier, le S&P 500, a en fait augmenté plus dans les années 1990 qu'il ne l'a fait dans la période, la décennie de l'assouplissement quantitatif. Eh bien, si l'assouplissement quantitatif fait monter le marché boursier, comment est-ce possible? Comment le marché boursier a-t-il augmenté dans les années 1990? Parce qu'il n'y avait pas d'assouplissement quantitatif à l'époque. Le bilan de la Fed, le montant des réserves bancaires étaient exactement les mêmes. Ils n'ont pas du tout changé. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est si le marché a augmenté dans une plus grande mesure quand nous n'avions pas d'assouplissement quantitatif que quand nous en avions. Alors, tu ne peux pas dire de manière définitive que l'assouplissement quantitatif a fait monter le marché boursier. En fait, je pense qu'il y a un meilleur argument selon lequel l'assouplissement quantitatif a en réalité réduit ou était un sédatif, que le marché boursier aurait été plus haut sans l'assouplissement quantitatif. Peut-être, je pense que c'est un excellent argument parce que regarde, si nous comparons cette décennie à celle-là, le marché boursier a augmenté moins avec l'assouplissement quantitatif qu'il ne l'a fait sans. Alors, pourquoi ne parlons-nous pas de la façon dont l'assouplissement quantitatif fait baisser le marché boursier ou pourquoi ne parlons-nous pas de la façon dont l'assouplissement quantitatif fait baisser le marché boursier par rapport à ce qu'il serait autrement? Je pense que c'est tout aussi bon comme argument, non? Donc, tu comprends mon point de vue. Si les réserves bancaires avaient vraiment de l'importance, tu verrais un assouplissement quantitatif beaucoup plus fort quand nous n'avions pas d'assouplissement quantitatif, où le marché boursier a même augmenté encore plus. Donc, pour revenir à cet article, réserve à la Fed tombe en dessous de 3 trillions de dollars. Devriez-vous faire attention à ça? Devriez-vous faire attention au reverse repo? Oui, tu devrais. Tu devrais absolument, mais d'un point de vue psychologique, pas d'un point de vue mécanique, parce que je peux t'assurer que le montant des réserves bancaires dans le système n'a pas d'assouplissement quantitatif, aucune pertinence par rapport à la quantité de liquidité, parce que les banques créent la liquidité et elles n'ont pas besoin de réserves bancaires. Et si tu ne me crois pas, regarde simplement l'histoire. Avant l'assouplissement quantitatif, avant 2007, mon point ici, c'est que quand tu mets en place un portefeuille, ce n'est pas une question de ce que tu penses,
Comme George, Gammon sait que mécaniquement, cela ne fait pas de différence, mais ça n'a pas d'importance quand je mets en place un portefeuille, quand je fais une vidéo sur un tableau blanc, ça compte, quand j'essaye de l'expliquer. Mais quand je mets en place un portefeuille, ça n'a pas d'importance parce que le marché pense que l'assouplissement quantitatif en a, non? Donc, ce n'est pas une question de ce que pense George Gammon, ce n'est pas une question de ce que tu penses, c'est une question de ce que pense le marché. Donc, c'est un grand avantage pour toi de comprendre. Mécaniquement, ça ne va peut-être pas faire bouger les choses, mais psychologiquement, c'est définitivement un élément dans la quantité de capital qui va dans le S&P 500. Donc, tu dois utiliser ça dans ton analyse des probabilités que nous avons un marché boursier significatif, une baisse, une grande baisse dans le S&P 500 et dans les prix des actifs en 2025. Je voulais obtenir sa citation directe. Ah. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister au Rebel Capitalist Live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela t'aide à construire un portefeuille, toute épreuve. Cela t'aide à augmenter ta liberté personnelle et ta liberté, et ça t'aide aussi. Agrandir la taille de ton réseau. En d'autres termes, tu vas rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées, des camarades, capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25 mai. Les intervenants des années passées ont inclus des personnes comme Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir tes billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle au Rebel Capitalist Live de cette année, tu peux aller sur rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite info en avant-première, si tu prends tes billets plutôt que plus tard, tu peux obtenir une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les billets augmentent en prix. Alors, n'attends pas, va sur rebelcapitalistlive.com, vas-y maintenant et prends tes billets et je te verrai à Orlando du 23 au 25 mai